Bonjour et bienvenue dans le numéro 43 de Jaf ta mère, l'émission sur RLP 102.3 liée à la problématique de la famille et d'éduquer ses enfants dans les contextes parfois de séparation. Aujourd'hui, une émission avec Madame Dominique Mas, experte psychologue sur l'île de la Réunion depuis un certain temps et qui a coécrit avec Monsieur Cambefort un ouvrage chez Ballant qui s'intitule La violence intime, violence familiale, extrafamiliale et éducative. Nous verrons dans cette première émission 4 paragraphes: la présentation, le livre, le silence des victimes avec l'écoute, les difficultés du parcours et enfin soigner. Mais tout ceci, ce sera après des nouvelles d'Arnaud. Arnaud que nous suivons depuis un certain temps maintenant, parce que son cas est malheureusement caractéristique et significatif. Voilà, des nouvelles d'Arnaud tout de suite après ça. Voici maintenant le témoignage de la semaine. RLP 102.3 avec aujourd'hui des nouvelles d'Arnaud. Arnaud, tu es avec nous? Oui, tout à fait, bonjour. Bonjour, donc je vais récapituler ton histoire qu'on suit depuis maintenant un peu plus d'1 an. Tu es en conflit parental depuis 2 ans, madame était partie avec le bébé qui était ton 2e enfant, tu as la garde de ton premier enfant. Le petit, tu l'as retrouvé après un droit de visite dans un autre département il y a 1 an avec la marque des 5 doigts sous la joue gauche. Il avait quel âge à l'époque? Il avait 2 ans? Il avait 2 ans, oui. D'accord. Les services sociaux se sont emballés et ont fait un placement. Le Covid est arrivé, il a fait une succession de familles d'accueil, ça a été l'enfer. Il y a eu une décision du juge des enfants après en juillet où tu l'avais, je crois, 1 jour par semaine chez toi, mais il a encore changé de famille d'accueil. Tu as eu des soucis parce que il avait des bleus, il est tombé, et puis donc l'ASE savait pas trop si jamais c'était toi qui, enfin bon, etc. C'était compliqué encore. Et là, tu as eu une nouvelle décision. J'ai lu le jugement, donc je dis aux auditeurs que quand je fais passer quelqu'un, j'ai lu les pièces. Si vous voulez passer, il faut me donner les pièces. Ça sert absolument à rien de demander si j'ai pas les informations, parce que ce qu'on dit ici, c'est de la réalité. Et là, maintenant, le JAF, juge familial, qu'est-ce qu'il a dit la dernière fois, là, fin décembre? Il a dit que, vas-y, explique-nous. Alors, la cour d'appel, j'ai fait appel à la décision du JAF. Au départ, j'avais un week-end sur 2 la moitié des vacances, et la cour d'appel a contrecarré l'avis du JAF en m'octroyant la garde de mon fils, en inversant les rôles, d'un week-end sur 2 la moitié des vacances pour mon ex-compagne. D'accord, donc le juge aux affaires familiales, alors que ton enfant est placé en famille d'accueil dans un autre département, t'a attribué la garde de ton fils de 3 ans, qui a 3 ans maintenant. Est-ce que ça signifie que ton petit dort chez toi? Non, pas pour le moment, il est encore placé. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ben, il va se passer que le juge va se dessaisir du dossier pour le faire transférer à... Mais je vais demander le placement à domicile si vraiment le placement ne peut pas être levé. Donc en fait, l'imbroglio, c'est que tu as un juge aux affaires familiales qui t'attribue la garde, mais que un juge des enfants, un JDE, lui, par contre, a instauré un placement. Donc, on va dire que le JDE est plus fort que le JAF, et donc le placement reste, même si toi, tu as obtenu la garde au niveau du JAF. C'est compliqué, c'est complexe quand même, hein? Oui, très complexe. C'est pour ça que je réalise pas pour le moment que j'ai la garde de mon fils, parce qu'il est toujours pas à la maison. J'ai le papier, mais mon fils n'est pas là. D'accord. Et que dit l'ASE? Ben, l'ASE préconise aussi un transfert de dossier, étant donné que Loïc doit être à domicile chez moi, quoi. Donc l'ASE préconise un changement de département, mais il préconise aussi de le mettre chez toi? Non, par contre, non. Alors qu'il y a 6 ou 7 mois, par contre, il voulait qu'il soit chez toi. Oui, tout à fait, tout à fait. Et ce qui est incompréhensible, c'est surtout le fait que mon fils continue à se faire des bleus tout partout. Que ce soit chez moi, il se cogne, chez sa maman, la famille d'accueil, à l'école, il se fait des bleus. L'inquiétude des services sociaux, c'était que mon fils, il avait toujours des bleus. Mais cela prouve bien que ce n'est pas que chez les parents qu'il se fait des bleus, c'est que c'est chez tout le monde. Donc, le motif du placement, c'était les ecchymoses qu'il avait sur lui, mais il continue à en avoir même avec des professionnels. Le placement n'a pas lieu d'être, n'a plus lieu d'être.
en fin de compte. Et là, en fait, je crois qu'il en est maintenant à sa 5e famille d'accueil, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, Et il va que se devoir changer de famille passe-t-il? d'accueil Ah, à la fin du mois. on va passer en 6e. Comment ça s'est passé avec cette 5e famille d'accueil? Ça s'est très mal passé. Ça s'est très mal passé dans le sens où je ne savais jamais ce que mon fils y faisait. Je n'ai pas su ce qu'il faisait à son anniversaire, ni à Noël, car je ne l'ai pas pu l'avoir. Quand j'ai demandé des nouvelles de mon fils, je ne les avais pas, ou par goutte à goutte vis-à-vis de la référente ASE. Mais ça s'est très mal passé. J'ai même eu une main courante à mon encontre, parce que j'ai tout simplement dit à mon fils, ne t'inquiète pas mon loulou, je vais tout faire pour te sortir de là, ce n'est pas ta place là où tu es. Qui a porté la main courante? La famille d'accueil qui a été conseillée par la référente ASE. D'accord. Et est-ce que tu as pu souhaiter un joyeux Noël à ton fils? Et une bonne année? Bah Non, pas du tout. Bah non, t'as pas pu. D'accord, t'as pas pu. Ok. Bon, écoute, par contre, je crois que tu m'as dit que t'essayais d'être conciliant avec la maman, de faire que ça se passe un petit peu mieux. Et puis, bah écoute, sur la durée, t'es en train de mettre des éléments en ta faveur. Donc, nouvelle épreuve judiciaire en février, tu m'as dit? Oui, le 15 février, je repasse en une audience pour savoir s'il y a reconduction ou pas du placement. Mais d'après l'ASE, il demande la reconduction du placement. Oui, mais toi, t'as des pièces maintenant. Tu as l'élément du JAF qui dit que normalement tu as la garde. Oui, tout à fait. Bon, bah il faut dépayser tout ça pour ton département de domicile, ne serait-ce comme ça pour limiter ton trajets et puis que tu sois dans une juridiction qui soit plus proche de toi. Et surtout, faut pas trop traîner parce que plus les placements durent et moins ils aiment, en fait, ils aiment pas déstabiliser les enfants, donc ils aiment pas les changements. Faudrait tout à fait. Voilà, faudrait que ça se réduise. Ok, très bien. Bah écoute, bon courage à toi, merci, à bientôt. Ben, merci. Au revoir. RLP. Radio libre en Périgord. Bonjour, aujourd'hui sur RLP 102.3, nous sommes avec Dominique Mas qui a coécrit avec Jean-Pierre Combefort un ouvrage sur les violences éducatives. Madame, vous êtes avec nous? Oui, je vous entends très bien. Bonjour. Merci de prendre ce temps depuis la Réunion. Comment va la Réunion? La Réunion va très bien, sous un ciel bleu, en tout cas à Saint-Denis, et un soleil de 30 degrés, et des conditions Covid très privilégiées. Bon, très bien. Mon gazon est blanc et l'herbe craque quand je marche dessus. Pourriez-vous, s'il vous plaît, Madame Dominique Mas, vous présenter et dire quel est votre parcours, votre bio, qui vous êtes, afin que nous comprenions d'où s'exprime la voix que vous allez nous donner aujourd'hui? Eh bien, c'est simple. J'ai fait des études de psychologie et j'ai essentiellement travaillé comme psychologue clinicienne en pédopsychiatrie, c'est-à-dire la santé mentale des enfants et des adolescents et de leurs familles, bien sûr. Et ensuite en CMPP, Centre médico-psychopédagogique, au sein d'une équipe pluridisciplinaire à Saint-Denis de la Réunion. Toute mon expérience professionnelle s'est déroulée à l'île de la Réunion. J'ai aussi exercé en libéral, je continue toujours à travailler en libéral. Et par ailleurs, j'ai aussi réalisé pas mal d'expertises psychologiques, d'abord en étant commis par les juges, puis après en qualité d'expert près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. Alors, nous allons quand même dire que vous avez 2 DESS, un de psychosociologie des organisations et un de psychologie clinique et pathologique. J'ai commencé ma carrière comme formatrice auprès d'éducateurs spécialisés. Et ensuite, j'ai pris l'option psychologue clinicienne en institution. D'accord, très bien. Donc vous êtes intervenu en psychologue de 85 à 93 à La Réunion, puis en CMPP à Saint-Denis jusqu'en 2013. Vous êtes actuellement en libéral. Vous êtes retraitée, madame? Oui, je suis retraitée. D'accord, donc vous avez en fait une expérience de combien d'années? Écoutez, je vais pas compter, mais en gros 30 ans, plus de 30 ans. D'accord, ok, très bien. Donc je pense que nous pouvons dire que vous savez de quoi vous parlez. Je pense aussi, mais après je ne connais pas tout. Écoutez, nous allons parler de ce livre, La violence intime, violence familiale, extrafamiliale et éducative, chez Ballant, au tarif de actuellement 20 €. On le trouve dans toutes les grandes librairies, sur les sites concernés. C'est un ouvrage qui a été coécrit avec monsieur Jean-Pierre Combefort, que nous avons eu ici même il y a quelques épisodes, quelques semaines. Est-ce que vous pourriez nous parler, s'il vous plaît, de cet ouvrage, de ce que vous y avez écrit, ce que vous avez essayé d'expliquer? Alors, en fait, j'ai utilisé comme prétexte quatre histoires
que j'ai reconstitué de mémoire, inspiré de ma pratique connue, bien connue, bien travaillée, et que j'ai reconstruite de mémoire. Et ces 4 histoires que j'ai essayé de subjectiver au maximum passent par le jeu. Le jeu d'une victime de violence intrafamiliale, le jeu d'une victime de violence sexuelle quand elle était placée, parce qu'à La Réunion on plaçait des enfants comme bonne à tout faire dès l'âge de 8 ans, c'était tout à fait banal. Une autre situation, une femme victime de violence conjugale qui a voulu entraîner dans la mort son fils et elle, et qui ensuite a été tuée par son mari peu de temps après parce que elle n'était pas restée en prison. Un troisième cas, c'est une violence que je qualifie de violence extrafamiliale. C'est le cas d'un viol sur une jeune femme de 30 ans. Et puis, dernier cas, là, ce n'est pas de parler au jeu, ni écrit au jeu. Je donne la parole à un mur, le mur d'un appartement qui assiste impuissant à la maltraitance sur un nourrisson. Voilà. Et j'ai pris ces 4 situations dramatiques pour faire le point, me positionner par rapport à toutes les questions que ces vies me posent en tant qu'être humain d'abord et en tant que psychologue et en tant que professionnel. Des questions sur le silence des victimes, la parole des victimes, le parcours des victimes, les institutions de prise en charge et les maltraitances institutionnelles. Voilà dit en quelques phrases ma démarche. Donc, 4 études de cas dans cet ouvrage chez Balland de Madame Dominique Mas avec M. Jean-Pierre Combefort. Quels sont les points que vous avez pu mettre en avant via ces 4 histoires? Déjà, j'ai commencé par, une fois l'exposé des cas, je me suis interrogée sur la question du silence des victimes, qui leur est toujours reproché. Comme si c'était évident, facile et que ça allait de soi pour une victime, quel que soit son âge, son statut, surtout quand il s'agit de choses qui se passent en famille, c'est pas évident du tout de parler. C'est étonnant d'ailleurs ce sentiment qu'on a parfois qu'une force externe va venir nous sauver et rétablir justice, et donc ce mutisme dans lequel on se réfugie. Non, est-ce que ça se rapproche de ça? C'est-à-dire que je pense que à un moment j'ai écrit un petit chapitre qui s'appelle Pour parler ne suffit pas, et pour parler il faut être deux. C'est-à-dire que pour parler il faut que l'enfant, je parle de l'enfant par exemple, ait la certitude que sa parole sera accueillie et qu'il sera protégé suite à ce qu'il va dire. S'il sent que de toute façon la personne elle est pas là avec ça, comme on dirait vulgairement, qu'elle n'est pas disponible, qu'elle n'est pas prête psychiquement à entendre, parce que ce sont des choses lourdes qu'ils ont à dire les enfants, eh bien il ne parlera pas. Oui, ce que disait M. Cyril Laverne, qui est notre pédopsychiatre qui intervient sur l'émission, il nous expliquait, il est pédopsychiatre et psychologue lui aussi, que le plus difficile dans les cas des enfants qui ont été confrontés à certaines choses, c'est que l'adulte doit être prêt à entendre, et parfois on ne veut pas entendre des choses sales, et donc on n'est pas prêt à écouter, et donc si on n'est pas prêt à écouter, l'enfant ne parle pas. C'est ça. Alors on n'est pas prêt, et on n'est pas prêt quand bien même on serait, si je le dis à un autre moment un peu plus loin, quand bien même on serait professionnel, c'est ce qui est quand même inquiétant. Et parce qu'en fait, on peut être professionnel, on peut avoir fait des tas de formations, mais selon moi, ça ne suffit pas. Il faut aussi que le professionnel, aussi bien formé qu'il soit, ait aussi fait le point avec son histoire et les violences, parce que toutes les histoires ont plus ou moins de violence, et qu'il soit au clair par rapport à cette question. Il faut aussi qu'il ne soit pas, empêtré dans des processus de défense, parce que ça secoue émotionnellement de recueillir la parole d'un enfant, d'une femme ou d'un homme en souffrance. Ça secoue émotionnellement, donc ça enclenche des mécanismes de défense, à la fois conscients et inconscients. Donc il faut aussi être au clair avec tout ça, sinon, on fera tout pour ne pas entendre, ou pour banaliser, ou pour minimiser. Et là, c'est raté.
On va passer à côté de ce qui clignote et de ce qui cherche à être accueilli. Il s'agit d'accueillir un être humain, sa parole et sa souffrance. Et pour accueillir, il faut des conditions complexes. Voilà donc le mutisme, le silence, la prise de parole pour l'enfant victime ou l'adulte victime, et qui est important chez le thérapeute et le professionnel. Et vous me disiez qu'ensuite démarre le calvaire, le parcours en fait, la suite. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ensuite c'est la dimension du dépôt de plainte qui intervient. C'est cet épisode-là qui va se mettre en place, où les parents portent plainte si l'enfant a été agressé sexuellement ou maltraité, ou c'est la victime elle-même, adulte, qui initie ce dépôt de plainte. Tout en sachant que, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais c'est régulièrement répété sur toutes les ondes, très peu de victimes, là on parle des adultes, portent plainte. Il semble que les chiffres soient quand même. Donc il y a quelque chose. Alors il faudrait s'interroger pourquoi ce chiffre très faible de dépôt de plainte par rapport aux faits, on va dire, allégués. Et je pense que c'est l'indice que le parcours institutionnel qui va être infligé, je dis bien infligé aux victimes, en général, il y a toujours des exceptions bien sûr, heureusement, et un parcours du combattant où elles peuvent se sentir très souvent maltraitées, ou incomprises, ou mal accueillies, voire dissuadées de retirer leur plainte. Ou culpabilisées, disons-le carrément. Hein. Oui, ou culpabilisées, bien sûr, tout à fait. Donc ça, c'est un parcours, je pense, qui mériterait de se passer autrement mieux. Il faudrait que les choses changent à ce niveau-là et que les conditions soient vraiment réunies pour que ce ne soit pas une épreuve ou un parcours du combattant. Vous êtes en train de nous dire qu'à La Réunion, le système judiciaire est dans un état aussi lamentable qu'en métropole ? Eh ben non, justement. Non, justement, parce qu'enfin, là, je vais vous parler. Je ne fais plus d'expertise psychologique depuis 2013. D'accord. Donc, voilà. Bon, mais je me tiens au courant par mes collègues de tout ce qui se passe. Franchement, ce que j'ai vu de mon expérience à La Réunion, et ce que j'ai découvert de ma petite expérience à Paris récemment, en ce qui concerne un dépôt de plainte, par exemple, pour un enfant qui serait agressé sexuellement, La Réunion n'a rien à envier à Paris, et à la brigade des mineurs parisienne. À La Réunion, j'étais immédiatement, moi et d'autres collègues, dès qu'une famille déposait plainte, j'étais immédiatement contactée par la brigade des mineurs pour une expertise psychologique auprès de l'enfant. Tout de suite, très vite, dans les plus brefs délais. Ce qui ne se fait pas à Paris, du tout. Non, en province non plus. Voilà. Donc ça déjà c'est un point très fort parce que j'étais, mettons, la deuxième à recueillir la parole de l'enfant et à émettre un avis et à produire mon rapport très très vite. Je faisais en sorte pour que la justice ait mes conclusions et les éléments que j'avais recueillis auprès de l'enfant le plus vite possible. Voilà. Attendez, je m'avance un peu parce que j'ai un cas en mémoire, un dossier que je connais bien, d'une enfant qui est revenue de l'école avec une blessure localisée. Il y a eu dépôt de plainte, il y a un expert qui est passé, elle a été entendue par un pédopsychiatre en audience. Bon, la plainte a été faite le vendredi ou le samedi, elle était entendue le mardi, donc effectivement, cette partie-là s'est passée correctement. Par contre, personne n'est allé voir l'école avant 3 semaines, oui. Et puis le juge a commencé à regarder 1 ou 2 ans plus tard. Et 4 ans plus tard, on a dit que malgré la blessure et le témoignage de l'enfant de 5 ans, il n'y avait pas de preuves.
et que au contraire la volonté des parents était pénible, c'était un problème, ça n'allait pas du tout. Enfin, ça s'est passé un peu comme ça, et ça a été très traumatisant pour voilà. On a fait une émission ici avec Argustime, qui est une association engagée dans la lutte contre la pédophilie, hein, qui aide aux arrestations, qui accompagne les victimes et autres, et disait qu'en Belgique et en France aussi, les victimes, effectivement, allaient se plaindre, allaient porter plainte. C'était très compliqué parce que c'était de leur faute, ou alors on voulait pas, ou alors il se passait rien, ou il y avait pas de preuves, ou alors on donnait leur adresse carrément à la personne contre qui ils portaient plainte. Enfin, c'était assez compliqué en fait, hein. Donc voilà, c'est le regard que j'ai moi sur la métropole. C'est compliqué parce qu'en fait il faut que chaque institution concernée ait les moyens de travailler sans pression, avec les bonnes personnes, les bons professionnels, la bonne façon de lancer les choses. Effectivement. Et je pense que malheureusement, dans certains cas, ça dysfonctionne. Ça dysfonctionne. Comme s'il y avait une sorte d'indifférence, particulièrement en ce qui concerne les enfants. Parce que les femmes, bon, Dieu merci, sont adultes, ont constitué des associations, se battent, et les choses ont bougé. Mais les enfants, il n'y a que les parents d'enfants qui peuvent faire bouger les choses. Un enfant ne peut pas monter d'association. J'ai très peur qu'il soit toujours oublié, et puis déjà oublié, pas pris en compte, et que tout soit banalisé dans certains cas. Et ça, c'est très très embêtant, parce que si l'affaire commence très mal, l'enfant ne parlera plus. Il se dira à quoi bon, puisque j'ai eu le courage de parler, quelqu'un m'a cru, m'a écouté, on a lancé des tas de choses, parce que c'est vraiment un parcours, hein, des auditions, des examens médicaux, pas médicaux, psychologiques, et tout ça pour une histoire classée ou une affaire sans suite. Ou non, mais c'est contraignant, parce qu'on leur refait revivre un traumatisme, en fait, à chaque fois. On le fouille, alors que d'un côté, le spécialiste vous dira qu'il faut qu'on essaye que l'enfant oublie pour se reconstruire, et en même temps, on va venir fouiller et le réactiver régulièrement durant des années. Donc effectivement, il y a un souci de gestion, et la rapidité qui devrait être nécessaire pour s'occuper de l'enfance, est absente. Tout à fait. Et sur ce plan-là, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je me souviens dans les années 90, ça remonte, hein. Il y avait une équipe du Québec qui était venue former beaucoup de personnes, de professionnels différents sur les entretiens Mélanie. D'abord, l'équipe qui est venue du Québec était, en tête, il y avait le professeur Vangis Hagen, qui avait beaucoup travaillé sur le recueil des récits des enfants et sur la fameuse question de la crédibilité, qui est mise à haute puisqu'on ne demande désormais plus la question de la crédibilité aux experts depuis l'affaire d'Outreau. Bref, donc on a été formés, toute une équipe, gendarmes, éducateurs, psychologues, travailleurs sociaux, tout ça, pour mettre en place des entretiens Mélanie à La Réunion. C'est très simple. L'entretien Mélanie était à l'époque mené par un ou une psychologue, c'était enregistré. Ensuite, cet entretien était tapé à la machine par une secrétaire du conseil général du département. Ensuite, un deuxième psychologue faisait l'analyse de cet entretien et concluait, répondait à un certain nombre de questions. Voilà. Et ça, c'était des conditions correctes. L'enfant n'était plus... C'était pour éviter aussi les nombreuses répétitions et auditions très nombreuses. Ça a dû fonctionner donc 1 an, parce qu'en fait, ça coûtait trop cher. Ah, tiens. Le procès Outreau, d'ailleurs, qui a été un très bon exemple de ce que l'on peut faire à des enfants victimes, hein, parce qu'ils ont été très très rudoyés durant ce procès. Notamment par un avocat qui, je crois, maintenant est devenu notre garde des Sceaux. Bon. Oui, mais alors ça, la question des bons, j'en parle un petit peu, des avocats, j'en parle un petit peu quand j'expose la situation, particulièrement la situation de la jeune femme victime de viol, qui elle est une adulte, donc en possibilité, si vous voulez, de se défendre et de ne pas se laisser détruire. Mais moi, dans les cours d'assises, j'ai entendu des choses particulièrement violentes dans la bouche de certains. Hein. Je prends mes précautions.
On ne peut pas généraliser. Mais comme si défendre, parce que c'était dans la bouche des avocats qui défendaient les mises en cause, bien sûr, comme si on pouvait défendre un accusé à tout prix et avec n'importe quel argument. Ça, au niveau philosophique, c'est une très très bonne question, effectivement. Ça mériterait une émission à part entière. La défense, effectivement, autorise-t-elle tout? Voilà, autorise-t-elle tout, jusqu'à des hypothèses complètement maltraitantes sur les victimes. Alors, il y a des victimes qui sont démolies, et il y en a d'autres qui ne se laissent pas faire. Je parle de femmes, hein, d'adultes, pas d'enfants. Donc effectivement, le mutisme, la prise d'information, réussir à être à l'écoute des victimes de violence, pour se rendre ensuite compte que le parcours de cette victime dans l'institution sera parfois long, chaotique et douloureux, mais je suppose qu'ensuite, une autre facette de votre métier, c'est le soin, c'est guérir, c'est se remettre du traumatisme et de la violence. Tout à fait. Alors il y a déjà une chose importante à souligner, c'est que on a, par exemple, si on prend la question des enfants victimes d'agression, on sait très bien que plus plus l'accueil de sa parole se déroule dans les meilleures conditions possibles, plus le parcours des institutions se déroule dans les meilleures conditions possibles, et surtout, plus la famille se mobilise autour de l'enfant, mieux il va pouvoir avancer. Oui, ça on l'a remarqué aussi très souvent, la façon dont est géré un incident ou on va dire un épisode a presque plus d'importance que cet épisode lui-même. C'est important de le gérer correctement avec... C'est ça. En sachant que c'est difficile parce qu'aucune famille n'est préparée à ça. Oui, bien sûr. Personne n'est préparé à ça. On est dans l'impensable. C'est quelque chose qui tombe dessus, mais auquel personne n'est préparé. Alors, donc, la dimension du soin, c'est complexe. C'est complexe, ça peut être très long. Ça dépend aussi de la nature des violences, de leur durée, des personnes qu'elles ont impliquées. De la résilience de l'enfant. Après, du délai qui s'est passé entre les faits et l'intervention du soin. Quelquefois, il y a des situations où, par exemple, des femmes victimes sont très mal pendant des années parce que les choses n'ont pas été dites, n'ont pas été révélées, et il y a un mal-être énorme qui impacte toute leur vie, de jeunes femmes, de jeunes mères, dans le couple, auprès des enfants, parce qu'elles n'ont même pas, il y a eu l'amnésie traumatique, elles n'ont pas accès au moteur de ce grand mal-être, de cette grande détresse. Donc c'est très compliqué. Et une fois qu'elles ont accès à, on va dire, cette dimension traumatique ou de maltraitance ou de harcèlement, elles ont la chose la plus énorme et plus difficile à résoudre, c'est la culpabilité. Toute victime se sent coupable. Je n'en connais aucune qui ne se coltine pas un sentiment de culpabilité pendant des années. Ouais, j'aurais pu faire autrement, j'aurais dû dire ceci, j'aurais pas dû aller là-bas, ce genre de choses. Oui, parce qu'il faut donner du sens à l'impensable. Et donner du sens à l'impensable pour un enfant, c'est « oh, j'ai dû faire quelque chose ». Ou donner du sens à une victime, c'est « qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que ça se passe comme ça ». Et ça, c'est du poison qui est très très difficile à désincruster. Une autre chose aussi difficile, à laquelle les chercheurs et les praticiens travaillent énormément, c'est qu'en fait, quand on est victime d'une agression, on met en place des réactions qui sont adaptées au contexte. Et le souci, c'est qu'on va garder ces réactions qui étaient adaptées, mettons, il y a 10, 15, 20 ans, on va les garder longtemps après, elles ne sont plus adaptées.